Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour ce 4e webinaire sur la chaîne CCD. Bienvenue à nos internautes de France et de l'étranger. Ce soir, nous allons parler d'un sujet passionnant, mais qui peut être difficile à traiter, le syndrome prémenstruel. Pour ce faire, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir ce soir deux gynécologues, le docteur Hortense Baffé et le docteur Brigitte Letombe. Durant toute la durée de cette émission, vous aurez la possibilité de poser vos questions directement via le chat. Nous y répondrons en fin d'émission. Je vous souhaite maintenant une excellente soirée et passe la parole au docteur Brigitte Letombe. Merci. Alors, j'ai l'insigne honneur de débuter ce webinaire consacré au syndrome prémenstruel pour vous apporter des solutions. Mais avant de parler des solutions, il m'incombe la charge de vous parler des étiologies éventuelles, vous allez voir, des supposés, des hypothèses étiologiques, sa prévalence bien sûr de ce syndrome prémenstruel et bien sûr les signes cliniques qui nous permettent de parler de ce syndrome prémenstruel. Alors tout d'abord, ce qui est important de retenir, c'est que là, on va parler de syndrome prémenstruel, c'est-à-dire d'une association de symptômes, ce qui est tout à fait différent d'une maladie. Alors vous verrez que ce syndrome prémenstruel, il est multiple sur le plan clinique, il est multiple dans ses étiologies, il est multiple dans ses prises en charge et c'est ce que l'on verra en fin de présentation, mais surtout il est aussi multiple dans ses approches. Alors il y a eu des approches gynécologiques, tout d'abord somatique, l'approche d'Hippocrate avec cet utérus errant, avec la toxicité de ses menstruations. Puis il y a eu les théories plutôt psychiatriques, des troubles neuropsychiques que l'on retrouve avec Charcot et Freud et la théorie psychanalytique qui a été reprise au XXe siècle par Thérèse Benedek. Et puis, il y a eu aussi le déséquilibre endocrinien, c'est une théorie donc plutôt biologique endocrinienne qui a été défendue par Frank. Alors, le syndrome prémenstruel, c'est quoi? C'est un ensemble de signes à la fois physiques et ou psychologiques qui précèdent les menstruations. Cela apparaît dans plusieurs jours avant les règles. C'est différent de ce qui est périmenstruel, qui va survenir lors de la chute de la progestérone, c'est-à-dire un jour ou deux avant la survenue des menstruations. Là, c'est plusieurs jours avant les règles. C'est donc dans la phase lutéale, lors de la sécrétion de progestérone. Et ça explique sans doute le fait qu'on est souvent tenté de traiter ce syndrome prémenstruel par de la progestérone ou des progestatifs. On y reviendra. Il est important de savoir que ce syndrome prémenstruel, pour qu'il soit vraiment étiqueté syndrome prémenstruel, doit disparaître complètement à la survenue des règles. Il existe donc un intervalle libre de tout symptôme, au moins une semaine suivant les règles. Et puis surtout, ce syndrome prémenstruel, il doit avoir une récurrence cyclique, au moins 3 cycles, et il doit être suffisamment impactant, invalidant, avec une sévérité suffisante pour altérer l'activité sociale, professionnelle et la qualité de vie des femmes. Alors sa prévalence, si on s'intéresse aux signes cliniques que l'on peut retrouver dans le syndrome prémenstruel, 1 ou 2 signes cliniques, on va retrouver à peu près 75 à 90% des femmes qui ont un symptôme. Mais si vraiment on revient à cette définition que je viens de vous donner, donc avant les règles, qui disparaît après les règles, qui est cyclique et suffisamment invalidant, mais là, c'est 12 à 40% des femmes, selon les études, qui présentent vraiment un syndrome prémenstruel. Alors, ce que l'on sait aussi, c'est que l'incidence de ce syndrome prémenstruel et sa fréquence et sa sévérité est plus important en période périménopausique, on y reviendra. Alors, une grande variété de manifestations cliniques, je vous ai dit c'est multiple, 200 symptômes décrits. Alors, les symptômes physiques, c'est les mastodinies, la tension mammaire, sur le plan veineux, une rétention hydrique, des gonflements, des œdèmes, sur le plan des douleurs, des céphalées, des douleurs abdominales, des douleurs dorsales, des douleurs musculo-articulaires, et puis un ballonnement et une sensation de prise de poids. À ces symptômes physiques, on a des symptômes psychiques ajoutés ou psychologiques. Les troubles de l'humeur, alors on a des troubles de l'humeur qui sont d'un type dépression, déprime, pleurs, larmoiement, et puis on a des troubles qui sont plutôt high, avec colère, anxiété, agressivité, parfois panique. Puis on a des troubles cognitifs avec de la confusion, parfois des oublis, des troubles de mémoire, de concentration.
Et puis des symptômes comportementaux. Du fait des troubles du sommeil, des insomnies, on a de la fatigue, des vertiges, des changements de libido, des troubles du comportement alimentaire avec fringales et boulimie. Bref, si l'on reprend la triade caractéristique des plaintes qui sont les plus fréquentes dans un syndrome prémenstruel, vous avez la tension psychique plutôt dépressive ou irritabilité, la tension mammaire avec une augmentation de volume des seins tendus, sensibles et douloureux, et puis la tension abdominopelvienne. Alors, pour faire un diagnostic de syndrome prémenstruel, en fait, ces critères diagnostiques ont été définis par le Collège des gynéco-obstétriciens américains. Donc, je répète, présence des symptômes dans les 5 jours précédant les menstruations pendant au moins 3 cycles d'affilée, disparition des symptômes dans les 4 jours après le début des menstruations, et puis une gêne suffisamment importante pour avoir une répercussion sur l'activité professionnelle ou vie sociale. Alors, on a un tableau que je vais vous montrer juste après qui permet d'enregistrer ces différents symptômes dans un journal avec une analyse chronobiologique très précise des différents symptômes. Donc il y a 25 symptômes qu'on va pouvoir repérer, évaluer sur une échelle de 1 à 6, et ce tableau va se faire de manière prospective sur 2 mois. Alors je vous l'accorde, ce tableau n'est pas lisible, mais quand vous pourrez revoir ce diaporama, vous pourrez peut-être l'agrandir et vous verrez que tous les symptômes que je vous ai décrits s'y retrouvent. Donc on a les symptômes psychologiques, les symptômes physiques, on a l'importance des symptômes, et puis on a aussi, vous voyez, tous les jours donc, du cycle, du 1er au 34e jour pour les cycles un peu plus longs, avec la survenue ou non des menstruations. Donc ça permet vraiment de diagnostiquer un syndrome prémenstruel. Alors, il y a aussi le trouble dysphorique prémenstruel. Ça, c'est la forme vraiment psychiatrique grave du syndrome prémenstruel qui est classée dans le DSM-5. Donc, c'est la classification statistique et diagnostique des maladies mentales. Alors, c'est évidemment et heureusement plus rare que le syndrome prémenstruel, 3 à 8% de la population féminine. Et les symptômes sont graves, vous voyez, aussi graves que ceux de la dépression majeure. Irritabilité, dépression, anxiété et même pensée suicidaire. Le diagnostic, alors, il est aussi très précis. Plus de 5 symptômes, évidemment plus psychiques que physiques, dans l'année précédant la consultation et dans les 2 mois qui vont suivre cette consultation. Et comme toujours, ça doit apparaître avant les règles, s'être amélioré pendant les règles et absent après les règles. Voici ici les symptômes, il faut au moins 5 des symptômes ici décrits. Donc on a des symptômes psychologiques et des symptômes physiques. Et vous voyez qu'il faut au moins un des symptômes essentiels qui sont en caractère gras, l'humeur très dépressive, une forte anxiété, une labilité affective marquée, une importante agressivité et une diminution des activités usuelles. Alors, l'étiologie du syndrome prémenstruel, il y a plusieurs hypothèses. Il y a une étiologie hormonale, une étiologie neuroendocrinienne, et on peut dire qu'il y a une interaction complexe entre les stéroïdes ovariens, les neurostéroïdes et les neurotransmetteurs centraux, toujours déclenchés par l'ovulation, et puis il y a la composante génétique. Alors, la théorie hormonale, le syndrome prémenstruel, il est vrai, il n'est pas constant au cours de la vie d'une femme. Il n'existe pas avant la puberté, il n'existe pas pendant la grossesse, il n'existe pas à la ménopause, et on sait qu'il y a une augmentation en périménopause. Donc, il y a bien quelque chose d'hormonal. Et puis, on sait qu'il y a nécessité d'ovulation pour pouvoir parler de syndrome prémenstruel. Toutefois, les femmes qui ont un syndrome prémenstruel ont des taux hormonaux circulants normaux, même si l'on sait qu'une baisse des taux hormonaux aurait plutôt tendance à améliorer le syndrome prémenstruel. Et surtout, l'on sait qu'il y a une amélioration du syndrome prémenstruel en bloquant l'ovulation, et c'est pourquoi on a longtemps utilisé largement la contraception œstroprogestative pour traiter cette symptomatologie. Aujourd'hui, il y a un consensus actuel qui nous dit que ces femmes qui souffrent d'un syndrome prémenstruel sont des femmes qui ont plus de vulnérabilité aux variations hormonales du cycle menstruel. Alors, il y a une théorie neuroendocrinienne, et là, la grande coupable, c'est la sérotonine. La sérotonine, c'est un neurotransmetteur qui est le plus impliqué dans le syndrome prémenstruel et surtout dans le trouble dysphorique prémenstruel, puisqu'on note une baisse de la sérotonine plaquettaire durant la semaine qui précède les règles chez les femmes qui souffrent d'un syndrome prémenstruel, et surtout,
on sait qu'il y a une efficacité des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine dans le syndrome prémenstruel et bien sûr dans le trouble dysphorique. Il y a aussi une diminution de la sensibilité du récepteur GABA et l'allopregnanolone, qui est donc un métabolite de la progestérone, est un modulateur puissant positif de l'action GABA. On lui associe des effets sédatifs, hypnotiques, analgésiques et on a pu montrer qu'un déficit en tétrahydroprogestérone était corrélé à un risque majoré de dépression et de troubles de l'humeur. Alors, il y a d'autres facteurs favorisants et on va y revenir avec Isabelle. On a des facteurs alimentaires, défaut d'apport en calcium, magnésium, vitamine B, éventuellement une alimentation fortement sucrée et surtout aussi les abus de caféine ou d'alcool. Puis on a des facteurs psychosociaux. Il est évident que les thérapies comportementales aussi peuvent avoir une place dans la prise en charge des syndromes prémenstruels. Et puis, on a des facteurs génétiques, je vous l'ai dit rapidement, puisqu'on sait que c'est plus fréquent chez les jumelles homozygotes. Voilà, donc là, je vous ai présenté la prévalence, le diagnostic des hypothèses étiologiques, et je vais passer la parole à Hortense, qui va vous parler des approches actuelles du syndrome prémenstruel. Merci Brigitte, merci pour cette présentation qui effectivement me permet d'entrer très largement dans le vif du sujet. Pourquoi ? Parce que Brigitte, vous avez présenté les aspects physiopathologiques du syndrome prémenstruel et je vais parler évidemment des traitements pharmacologiques et Isabelle enchaînera sur les traitements de supplémentation. Et les traitements pharmacologiques, ils ont un rationnel sur le plan physiopathologique. Les premiers traitements qu'on va lister, c'est les traitements hormonaux de façon générale, ceux œstroprogestatifs, ceux aux oestrogènes seuls, ceux à la progestérone seule ou les agonistes de la GnRH, qui ont pour but de contrebalancer la sensibilité aux variations hormonales en inhibant finalement l'axe hypothalamo-hypophysaire et ovarien. La deuxième catégorie de traitements pharmacologiques, ce sont les traitements qui vont moduler l'effet des oestrogènes et de la progestérone sur ce fameux système sérotonine, dopamine, GABA, et c'est les IRSS, les inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Et la dernière partie des traitements, c'est les traitements qui vont permettre de moduler l'effet des oestrogènes et de la progestérone sur le système rénine, angiotensine, aldostérone et donc sur cette composante physique du syndrome prémenstruel qui est la rétention d'eau avec les mastodinies, les gonflements, etc. Et ce sont les traitements par drospirénone et spironolactone. Alors, quid de l'efficacité de la pilule œstroprogestative dans le traitement du syndrome prémenstruel? On a une revue de 4 études, 3 études randomisées et une sous-étude ouverte qui a évalué l'impact d'une pilule de 2e génération sur le syndrome prémenstruel prise en continu. Et vous voyez que dans cette revue, eh bien, on a une amélioration variable selon les études du syndrome prémenstruel qui varie de 30 à 59%. Donc on a quand même des gaps importants dans les essais randomisés contrôlés et 56 à 81% dans l'étude ouverte en aveugle. Donc on a des résultats qui sont très hétérogènes avec probablement un effet placebo qui est important et qu'on retrouve parfois supérieur à l'effet de la contraception œstroprogestative de 2e génération prise en continu. Alors on a aussi des données sur la contraception œstroprogestative, mais avec une association bien particulière qui est l'éthénylestradiol associé à de la drospirénone, utilisée donc pour son effet antiminéralocorticoïde et donc potentiellement son effet sur le système rénine-angiotensine-aldostérone. Là, on a la revue de la Cochrane sur 5 essais randomisés qui a comparé l'association éthénylestradiol-drospirénone en schéma discontinu 21-7 contre placebo ou contre une pilule de 2e génération ou une pilule de 3e génération au désogestrel. Globalement, on a une diminution de la gravité des symptômes, une amélioration de la productivité et du lien social chez les patientes. Le critère principal de cette étude, c'était le syndrome de dysphorie prémenstruelle, qui était donc plus important, diminution de la gravité des symptômes, avec l'association éthénylestradiol-drospirénone qu'avec les autres associations. En revanche, pour tout ce qui va être symptômes physiques, il n'a pas été montré d'effet notable supérieur à l'association éthényl-œstradiol-lévonorgestrel ou éthényl-œstradiol-désogestrel en schéma discontinu.
Alors on a des données en schéma continu, qui est cette analyse secondaire d'un essai multicentrique en double aveugle randomisé contre placebo, un bon nombre de patientes, 200 patientes par bras, qui a évalué l'éthényl-estradiol associé à de la drospirénone en schéma 24/4 pendant 3 mois en comparaison d'un placebo. Et là, on a une réduction statistiquement significative des scores DRSP que vous a montré Brigitte, avec un impact aussi significatif sur les comportements au travail, sur le comportement social et sur le comportement relationnel. Donc, ce qui a fait dire, je reviens en arrière, au Royal College des gynécos qui a publié des recommandations dans la gestion du syndrome prémenstruel, qu'effectivement l'association éthényl-estradiol-drospirénone était probablement l'association la plus efficace sur la gestion du syndrome prémenstruel, sur les symptômes physiques et psychiques, mais avec une association en schéma continu 24/4. Alors, quid de l'utilisation de l'ostradiol percutané qui est utilisé par les anglo-saxons sous forme d'implants que nous n'avons pas en France ou sous forme de patch à l'ostradiol dont nous disposons en France. Et là encore, il a été montré dans les études que le patch d'ostradiol était efficace à raison de 100 microgrammes 2 fois par semaine. Mais attention, il faut y associer soit une contraception additive chez les femmes qui désirent, qui ont un besoin contraceptif, soit un progestatif dans le but de protéger de l'hypertrophie endométriale. Donc, les œstrogènes seuls, l'ostradiol par patch, peut être utilisé, mais uniquement avec un progestatif par voie orale, au moins 10-12 jours par mois, ou bien un système intra-utérin au lévonorgestrel. Pour l'utilisation des progestatifs, Brigitte vous l'a montré, ça faisait partie des pistes qui étaient intéressantes. Et là, on est un petit peu déçus parce qu'avec la progestérone naturelle, on a une belle méta-analyse, 10 essais randomisés contrôlés, progestérone naturelle par voie orale ou vaginale versus placebo. Pas d'effet cliniquement, statistiquement significatif sur le syndrome prémenstruel. Et avec des progestatifs plus forts, comme l'acétate de médroxyprogestérone ou la norétindrone, et bien là encore, on n'a pas d'effet cliniquement notable. Donc il n'y a pas d'évidence, le Royal College s'est positionné là-dessus pour utiliser la progestérone, enfin ces types de progestatifs, dans le traitement du syndrome prémenstruel. Alors quid des macroprogestatifs que nous utilisons en France? On a des données, des études qui nous montrent, l'étude italienne ou l'étude française, qu'il y a un impact sur le syndrome prémenstruel, mais je vous rappelle les recommandations de l'ANSM de bonne pratique qui nous disent que effectivement la balance bénéfice-risque de l'utilisation de ces macroprogestatifs spécifiquement dans le syndrome prémenstruel est considérée comme défavorable, ce d'autant que nous avons des alternatives thérapeutiques à proposer aux patientes. Alors, quid de l'utilisation de la spironolactone seule ou de la drospirénone seule? Pour la spironolactone, on a 2 essais randomisés contrôlés contre placebo en crossover qui sont relativement anciens et des toutes petites séries, mais qui ont montré vraiment une amélioration des scores DRSP du SPM et particulièrement sur les syndromes physiques, on n'est pas étonné, du fait de l'effet antiminéralocorticoïde de la drospirénone qui va aller inhiber le système rénine-angiotensine-aldostérone et donc la rétention d'eau. Attention, si on utilise ce type de traitement, il y a la nécessité d'une surveillance du ionogramme sanguin, d'autant plus quand on l'utilise au long cours, avec un premier ionogramme à 15 jours, puis un ionogramme par mois. Pour la drospirénone seule, je vous rappelle que c'est 3 mg à l'heure actuelle, ce qui est commercialisé en France. On n'a pas d'essai, mais on peut se dire qu'à cette dose-là, l'effet de saturation des récepteurs antiminéralocorticoïdes vont être bien moindres et que potentiellement on aura des effets qui ne sont pas aussi importants et impliquants qu'avec la spironolactone. Pour les agonistes de la GnRH, on a une très belle méta-analyse de la Cochrane, 7 essais randomisés contrôlés agonistes versus placebo pour une durée d'utilisation de 3 à 6 cycles avec un odds ratio qui est absolument magnifique à 8,6 en faveur des agonistes de la GnRH et principalement sur les syndromes physiques plus que sur les syndromes psychiques, mais attention, quand on utilise les analogues de la GnRH, il y a des effets secondaires notables étant donné que c'est très hypoœstrogéniant et on peut voir apparaître une kyrielle d'effets secondaires qui peuvent être altérants aussi pour la qualité de vie des femmes, comme les bouffées vasomotrices, l'insomnie ou les modifications de l'humeur. Si elles ont déjà une composante psychique, c'est peut-être pas une très bonne idée. Et étant donné les effets délétères à long terme de l'utilisation des agonistes de la GnRH, notamment sur le risque cardiovasculaire et le
risque d'ostéoporose. Ces traitements sont à réserver pour les SPM sévères et extrêmement sévères, avec une durée d'utilisation la moins longue possible. En tout cas, si on est au-delà de 6 mois, on devra ajouter une ADVAC-thérapie afin de protéger le système cardiovasculaire et surtout le système osseux. Pour ce qui est des traitements des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, là encore, on a une belle revue de la Cochrane qui a évalué plusieurs types d'IRSS à des doses différentes et on a une réduction statistiquement significative de l'ensemble des symptômes du SPM avec à la fois pour le mode de prise continue ou discontinue puisqu'il était donné de façon continue tout au long du cycle ou discontinue juste pendant la phase lutéale, qui est cette phase qui est symptomatique de J15 à J28 du cycle. Et vous voyez que toutes les doses étaient efficaces sur les syndromes psychiques, mais qu'il fallait des doses plus élevées pour traiter les syndromes physiques. Je rappelle aussi qu'il y a des effets secondaires à l'utilisation de ces types de traitements dont il faut prévenir les patientes, notamment l'insomnie et les anomalies de la fonction sexuelle. Donc, en conclusion de ma partie sur les traitements pharmacologiques, je voulais juste vous rappeler qu'il n'y a pas de recommandation ni de consensus à l'heure actuelle dans la prise en charge thérapeutique du syndrome prémenstruel, que la reconnaissance de ce syndrome est le premier pas, donc savoir le diagnostiquer et prendre en charge, dire aux femmes, on vous a entendu, on va vous offrir des solutions. C'est le premier level thérapeutique puisqu'il y a un effet placebo qui a été montré dans les études qui est extrêmement important, qui est de l'ordre de 36 à 40%. D'autre part, après, il me semble qu'il faut avoir une logique de prise en charge qui est une approche personnalisée, holistique sur l'ensemble des syndromes, qu'ils soient physiques ou psychiques, et gradués. Et on verra que moi, les thérapeutiques pharmacologiques, elles arrivent peut-être en deuxième intention, qu'il faut probablement commencer par la supplémentation et les thérapies cognitivo-comportementales. Et puis, sur la gauche, je vous ai rappelé les recommandations du Royal Collège des gynéco-obstétriciens, avec cette approche qui est graduée. Et dans les traitements pharmacologiques, probablement on commence par les pilules œstroprogestatifs associant de la drospirénone, pour la composante en tout cas physique et psychique. Si on a une forte composante psychique, les IRSS semblent plus intéressants et on garde les agonistes de la GnRH vraiment en dernière ligne de traitement, étant donné leurs effets secondaires. Je vais passer la parole maintenant à Isabelle qui va nous parler du coup de la supplémentation et finalement de ces premières lignes thérapeutiques qu'on va pouvoir utiliser chez la majorité des patientes. Merci Hortense, merci Brigitte pour cette introduction et puis pour tout ce panel thérapeutique pharmacologique. Le propos de ma présentation, ce sera vraiment de voir quelles solutions nutraceutiques on peut proposer à toutes ces femmes. Parce que c'est vrai qu'il y a un point important qu'on n'a pas forcément cité, c'est que de plus en plus de patientes ne souhaitent plus forcément prendre d'hormones. Je pense que vous l'avez très souvent au cabinet. Et pour avoir discuté avec beaucoup de gynécologues, qu'est-ce qu'on peut faire? D'autant plus qu'avec les progestatiques, on ne peut plus prescrire compte tenu des alertes à NSM. Souvent, les gynécologues veulent savoir, et puis des fois les patients n'en savent plus que des fois, ils vont voir des choses sur Internet. C'est la réalité des choses. Alors, donc, solution naturelle, effectivement, donc Hortense l'a vu tout à l'heure, on a vu qu'il y a des recommandations qui existent, qui ont été soumises, proposées par le Collège royal britannique, donc des gynécologues obstétriciens. Donc c'est vrai qu'en France, il n'y a pas encore de consensus, donc c'est ce qui montre que c'est encore une pathologie, un syndrome, des syndromes qui n'est pas encore bien pris en charge, peut-être même pas très bien connu. Et moi, ce que je trouve intéressant dans cette recommandation, c'est qu'on aborde des thérapies qui sont complémentaires. Pour une fois, on parle de médicaments, on parle de solutions thérapeutiques hormonales, non hormonales, mais il y a également aussi tout un panel à base de plantes, d'exercices, etc., d'exercices physiques, tout ce qui est l'apport alimentaire. Et donc, comme l'a souligné Hortense, on parle de psychothérapie de soutien, relaxation, gestion du stress, sophrologie, exercice physique, et il y a un pendant très important sur la nutraceutique. C'est ce qui correspond concrètement aux compléments alimentaires. Donc, on parle de vitamines, on parle de minéraux, on parle de phytothérapie. Donc, les plantes ont un rôle très intéressant et important à jouer dans cette prise en charge. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, quelle nutraceutique? Donc, il y a beaucoup
de phytothérapie, le millepertuis, qui est connu pour être une plante antidépressive, le gâtillier, qui a une action plutôt GnRH, le ginkgo biloba, qui est plutôt vénotonique, le safran, c'est une plante dont on parle de plus en plus pour l'action antidépressive, anxiolytique et hypnotique, le petit hou, qu'on connaît aussi avec le cyclo-3, qui est aussi un excellent vénotonique, et la mélisse, qui a plutôt une action antispasmodique. D'un autre côté, on parle également d'acides gras polyinsaturés. Beaucoup de solutions comportent de l'huile d'onagre. L'huile d'onagre contient un taux très important d'oméga 6, notamment le GLA, l'acide gamma-linolénique. On parle également d'huile de poisson, très riche en oméga 3. Également, il y a des essais qui ont été faits avec la vitamine B6 et la vitamine E. Et on parle également de certaines carences en minéraux comme le calcium, le magnésium, le manganèse et le zinc, où il y a des essais randomisés contrôlés versus placebo qui montrent certains effets. Mais il y a également l'effet placebo, comme Hortense l'a souligné. Je vous propose donc de regarder un petit peu certains ingrédients qui m'ont paru intéressants, pour lesquels il y a un niveau de preuve, et vous êtes en demande, j'imagine, et vous n'êtes pas les seuls, de solutions où il y a quand même des preuves tangibles, scientifiques, démontrées, avec une efficacité prouvée, même si on a certaines limites, parce qu'on est avec la nutraceutique, c'est pas des grandes études avec des grosses populations, mais elles ont au moins le mérite d'exister. On va démarrer par le safran. Le safran, vous le connaissez, hein, c'est une épice très très chère, entièrement récoltée à la main, que vous mettez dans la paella, mais pas que. Et qu'est-ce qui est intéressant en fait dans le safran, c'est vraiment la partie rouge, le stigmate très très rouge, d'où son nom or rouge, hein, parce que c'est une épice extrêmement chère. Et ce qui est vraiment intéressant, ce qui donne toutes les propriétés, aussi bien culinaires que thérapeutiques, c'est certains métabolites secondaires qui sont extrêmement concentrés dans le stigmate, qu'on appelle la crocine, le safranal, la picrocrocine, la crocitine. Donc, l'idée, c'est pas de retenir, mais vraiment, c'est les composés métabolites qui sont vraiment dans le pistil. Donc, c'est pas la fleur entière, c'est vraiment le stigmate. Et donc, ce qui est vraiment intéressant avec ces composants, c'est qu'ils ont été très étudiés chez l'animal, et on a démontré, donc il y a énormément de propriétés au niveau du système nerveux central, au niveau de la cognition, au niveau de la vision. Si on regarde tous les mécanismes qui existent, c'est un petit peu la panacée universelle, mais l'idée, c'est vraiment de regarder ce qui est intéressant pour nous, c'est l'action au niveau du système nerveux central. Et donc, il y a une activité qui est démontrée au niveau antidépressive chez l'animal, chez la souris, anxiolytique au niveau des récepteurs GABA et également hypnotique. Forcément, on agit sur le GABA, donc c'est un peu les effets, on va dire, GABAergiques des benzodiazépines. Et cette activité est liée notamment au safranal et aux crocines. Donc ce qui nous intéresse, c'est les études réalisées chez l'homme. Alors quand je dis chez l'homme, c'est avec un grand H bien entendu, donc c'est chez la femme. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il y a un niveau de preuve qui est très intéressant dans le syndrome prémenstruel, mais également dans les troubles dysphoriques prémenstruels. On a comparé le safran par rapport à des molécules antidépressives de référence que sont la fluoxétine, le citalopram, etc. Donc il y a de nombreuses études randomisées en double aveugle, contrôlées versus placebo ou versus molécules de référence. Et ce qui est intéressant, c'est que il y a deux schémas. Un peu comme les molécules hormonales et les antidépresseurs, on a un schéma continu ou un schéma discontinu, donc pendant la deuxième phase du cycle. Et la dose qu'on retrouve souvent, c'est 30 mg par jour. Donc 30 mg d'extrait de safran, donc pas la poudre. Donc c'est trop facile, sinon on va chez l'épicier et puis on va prendre sa dose de safran. Non, c'est vraiment un extrait titré avec une bonne dose d'actif qu'on a cité tout à l'heure. Donc ce qui est intéressant, c'est que d'une part, c'est tout aussi efficace que les antidépresseurs, notamment la fluoxétine, et similaire à la fluoxétine. Et vraiment le point qui est intéressant, c'est l'excellente tolérance. Donc comme Hortense l'a souligné, les antidépresseurs ne sont pas dénués d'effets indésirables. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'à efficacité égale, on a une meilleure tolérance du safran par rapport à la fluoxétine. Et c'est un pendant parce qu'il y a d'autres études qui sont faites vraiment sur la dépression, et c'est vraiment un critère qui revient très très souvent. D'un point de vue pratique, précaution d'emploi, interaction médicamenteuse, etc. Donc on n'utilise pas chez les femmes enceintes parce que le safran peut générer des contractions utérines. Par manque de données, on ne donne pas chez les femmes enceintes. Attention, bien entendu, si on a un traitement antidépresseur, il y a un effet additif, hein, donc antidépresseur allopathique et antidépresseur phytothérapie. Il y a également une action possible en termes au niveau de la coagulation et au niveau de l'agrégation plaquettaire. Donc on ne va pas faire, on fera attention chez les patients sous anticoagulants et sous antiagrégants plaquettaires. Le petit hou, donc le petit hou, souvent c'est une plante qui est bien connue parce que c'est un des composants d'un médicament que je pense que vous connaissez, ça s'appelle le cyclo-3 fort ou bicircan. C'est une belle plante vénotonique et on utilise souvent
on utilise en phytothérapie les parties souterraines qui contiennent certains actifs qu'on appelle les ruscogénines. Ruscogénines, ce sont des saponines, alors c'est un peu la pharmacognosie, mais c'est des composés de structures stéroïdiques, même s'ils n'ont pas d'action hormonale, qui vont avoir une action directe au niveau des vaisseaux sanguins, donc une action vasoconstrictrice, une diminution de la perméabilité vasculaire, et donc on va diminuer la perméabilité, on diminue l'œdème, et donc on améliore le confort veineux, qui est aussi une des plaintes, des symptômes fréquents chez les femmes ayant un syndrome prémenstruel. Donc l'avantage, c'est que le petit hou, même si c'est une plante un peu classique, c'est qu'elle a bénéficié de toutes les études qui ont été faites, notamment dans le cadre des études du cycle 3. Et donc on voit que c'est une très belle plante vénotonique pour réduire les symptômes de l'insuffisance veineuse et les œdèmes. Donc les œdèmes aussi bien au niveau des membres inférieurs qu'au niveau de la poitrine, donc avec tout ce qui est mastodynie. Et il y a aussi une étude qui a été faite spécifiquement dans le syndrome prémenstruel où on diminue les symptômes de mastalgie, les symptômes, tout ce qui est trouble de l'humeur et les œdèmes au niveau de la cheville. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse qui a été répertoriée avec cette plante. Néanmoins, on va éviter de l'utiliser chez les enfants et moins de 18 ans. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas de données d'utilisation et puis pas de données chez les femmes enceintes et allaitantes sans avis médical. Donc on a parlé là de phytothérapie, on parle de safran, on parle de petit hou. Et si on regarde un petit peu au niveau de la micronutrition, donc des vitamines et des minéraux, il y a un oligo-élément majeur qui revient très souvent, c'est le magnésium. Le magnésium a vraiment une place prépondérante en gynécologie. On sait que si on est carencé en magnésium, il y a peut-être plus de risque de migraine catameniale, plus de risque de dysménorrhée douloureuse et également de survenue de syndrome prémenstruel. C'est une hypothèse qui a été évoquée donc, dans les années 80 et ce qui explique pourquoi il y a eu des études qui ont été faites avec le magnésium chez les femmes ayant un syndrome prémenstruel. Donc ce qui est intéressant, c'est que au cours du cycle menstruel, la concentration en magnésium au niveau des globules rouges varie au cours du cycle menstruel. Elle est très faible pendant la phase lutéale. Ce qui pourrait expliquer pourquoi, pendant la phase lutéale, il y a la survenue de symptômes. Et on a comparé le taux de magnésium dans les monocytes et les plaquettes chez les femmes qui ont un syndrome prémenstruel et celles qui n'en ont pas. Et on voit que chez celles qui ont un syndrome prémenstruel, il est significativement plus bas. Enfin, il faut savoir que le magnésium a un rôle prépondérant dans de très nombreuses actions physiologiques. Et l'une d'entre elles, c'est notamment la normalisation de l'action des hormones par le magnésium, donc au niveau du système central. Donc, le magnésium aurait une action adjuvante au niveau physiologique de l'action des hormones au niveau du cerveau. Donc, toutes ces hypothèses ont poussé de nombreux auteurs à étudier l'effet du magnésium en cas de syndrome prémenstruel. Donc voilà, donc de la même manière qu'avec le safran, on a de belles études. Il y a aussi pas mal d'études qui ont été faites avec le magnésium. Pareil, alors certaines sont ouvertes, d'autres sont contrôlées, randomisées, etc. Donc il y a quand même des choses qui sont bien faites. Pareil, on a un schéma continu ou un schéma discontinu. Les deux se font, donc ça, il n'y a pas de souci. Ce qu'on note néanmoins, c'est que les études où on voit des bons résultats, souvent le magnésium est associé à la vitamine B6. Et on sait que la vitamine B6 a un rôle très important pour une bonne utilisation optimale du magnésium en intracellulaire, donc au niveau de là où il doit agir. Enfin, donc, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on regarde l'ensemble des études, le magnésium est efficace pour améliorer tous les signes, changement d'humeur, anxiété, et en particulier en association avec la vitamine B6. Alors, d'un point de vue pratique, ce qu'il faut savoir, c'est que le magnésium, on en parle beaucoup, mais quand on en prend trop, ça peut provoquer un effet laxatif. C'est pour ça qu'il y a certaines eaux minérales très riches en magnésium qui ont cet effet voulu. Mais quand on prend un produit, c'est pas forcément quelque chose qu'on cherche à avoir. Donc c'est très important de choisir des compléments alimentaires qui choisissent la bonne forme de magnésium, bien assimilée, parce que tout ce qui n'est pas assimilé, ça passe à la trappe. Il faut dire les choses de manière claire. Donc, il faut prendre certains types de sels que l'on retrouve dans les compléments alimentaires, qui sont extrêmement bien assimilés et donc qui passent la barrière intestinale et donc qu'on ne retrouve pas au niveau des sels. Voilà, tout simplement. Donc, attention, bien choisir ces formes de sels, donc, parce que sinon, on a un effet laxatif pas forcément souhaité. Le zinc, alors, le zinc, on en parle beaucoup par rapport au Covid, parce que comme le magnésium, ça a des rôles prépondérants dans de nombreuses régulations physiologiques. De la même manière que le magnésium, les concentrations de zinc varient au cours du cycle menstruel et de la même manière, pendant la phase lutéale, ça baisse. De la même manière qu'on a vu qu'il y a moins de magnésium chez les femmes qui ont un syndrome prémenstruel, c'est la même chose avec le zinc.
on sent que chez les femmes qui ont un syndrome prémenstruel, il y a moins de capacité antioxydante. Ensuite, le zinc est aussi utilisé comme un agent anti-inflammatoire et ça pourrait agir sur les marqueurs de l'inflammation. Et donc on sait que l'inflammation peut avoir un rôle au niveau du système nerveux central et notamment au niveau de la dépression. Alors, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup d'études, néanmoins elles sont très encourageantes. Seulement 2 études cliniques avec un bon design, double aveugle, randomisé, contrôlé, chez quand même 200 patients, ce qui n'est pas négligeable, prise continue ou en prise discontinue, donc phase lutéale. Et on voit qu'on améliore en fait la plupart des symptômes, notamment les aspects physiques et psychiques. Et souvent les doses, c'est des doses qui sont assez importantes, qui ne sont pas forcément compatibles avec des compléments alimentaires, sulfate de zinc ou gluconate, donc 50 mg ou 30 mg par jour en éléments zinc. Donc c'est au-delà de ce qu'on peut avoir, mais au moins on a montré qu'il y avait un effet intéressant. Je passe rapidement de la vitamine B6. C'est intéressant pour l'association avec le magnésium, mais il faut savoir que dans les années 2000, il y a une méta-analyse qui a été faite sur l'intérêt de la vitamine B6 chez les femmes qui ont un syndrome prémenstruel, et on voit que c'est des doses qui sont très très importantes. Là, on parle de 50 à 500 mg par jour, alors que dans les compléments alimentaires, on ne dépasse pas les 2 mg. Donc, autant vous dire que ce n'est pas pareil. Donc, pas mal d'études qui ont été abordées dans cette méta-analyse, mais néanmoins, l'efficacité est contrastée, donc résultats mitigés en fonction des études, parce que la qualité des études n'est pas forcément au rendez-vous. C'est des études qui sont un petit peu anciennes. Et il faut aussi savoir, c'est que quand vous prenez trop de vitamine B6, il peut y avoir des effets secondaires au niveau des paresthésies des membres supérieurs et inférieurs. Donc vraiment, l'intérêt de mettre de la vitamine B6, c'est vraiment la synergie avec le magnésium en termes d'efficacité pour vraiment potentialiser le rôle du magnésium pour qu'il agisse là où il doit agir. En conclusion, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont abordées, notamment dans les recours britanniques. Il y a beaucoup de choses qui sont citées, donc il y a une grande variabilité de choses qui sont proposées en pharmacie, sur Internet. Et vraiment, là où on est concerné, c'est que on a les limites du complément alimentaire par rapport aux études. Les dosages qu'on propose dans les compléments sont souvent bien inférieurs par rapport aux études, donc ça c'est un premier biais. Ensuite, vous savez qu'en termes de communication, les compléments alimentaires, on ne peut pas tout dire. Donc, on ne peut pas dire tout ce qu'on voudrait dire sur les étiquetages. Donc, faire comprendre aux patientes pourquoi on met tel ou tel produit, c'est pas facile. Après, comme on l'a vu aussi en phytothérapie, la qualité des extraits, le choix n'est pas le même en fonction des fabricants. Donc, c'est ça aussi source de variation importante. Donc, attention à la qualité des ingrédients. Et puis surtout, on n'est pas avec des médicaments ou pour lesquels il faut faire des études cliniques. Donc, on est très pauvre en études cliniques sur les ingrédients. Donc, quand on en a, on est très content. Et quand ça marche et qu'on montre une efficacité, c'est encore mieux. Mais voilà, donc il faut dire les choses comme elles sont. Tous les produits ne peuvent pas bénéficier d'études. Et c'est souvent pris sur les ingrédients, pris séparément. Donc, on a d'un côté l'usage traditionnel, de l'autre côté, un niveau de preuve qui n'est pas forcément au top, pas en tout cas au même niveau que les solutions allopathiques. Et donc, la logique voudrait qu'il faudrait faire des études pour démontrer l'efficacité des produits pris dans leur ensemble, pour vraiment pouvoir communiquer dessus et proposer des solutions satisfaisantes pour les patients et aussi en termes de prescription. Voilà, je vous remercie. Merci Isabelle. Nous allons maintenant répondre à vos nombreuses questions reçues ce soir et retrouver Valérie en régie. Merci beaucoup Fabienne. Merci beaucoup à toutes. Merci beaucoup pour vos exposés très intéressants et très précis. Donc on a quelques questions ce soir. Je vais commencer tout de suite et on va continuer justement sur ce complément alimentaire et l'intérêt de ces minéraux et vitamines. Et une question évidente est apparue. Y aurait-il un produit présent sur le marché qui comporterait l'essentiel des éléments cités ce soir par Valérie, excellente question. Nous proposons un produit depuis quelques mois qui s'appelle Olégops 28 et qui comporte notamment les ingrédients qui ont été présentés dans ce webinaire. Voilà. Et alors, donnez-nous quelques précisions. Alors, c'est un produit qui... Donc, vous avez du safran, du petit roux, du magnésium, de la vitamine B6 et du zinc. Et ce produit se présente sous forme de comprimé et on le prend à raison de 3 comprimés par jour pendant 10 jours en phase prémenstruelle, donc dans les jours qui précèdent l'arrivée des règles. Voilà, mais c'est vrai que les doses... sont adaptés donc, pour avoir une efficacité. Il faut le prendre à minima pendant 2 mois. Pourquoi 2 mois? Parce que dans les études que je vous ai brièvement présentées, on peut avoir une efficacité dès le premier cycle, mais il est recommandé de poursuivre cette cure pendant au minimum 2 mois pour avoir une pleine satisfaction.
Merci Isabelle pour ces précisions. Alors pour en rester notamment sur les ingrédients, on nous demande quelle est la forme de magnésium la mieux absorbée. Il y en a plusieurs sur le marché, mais si je devais parler celui d'Oligobs 28, en fait, on a proposé 2 formes de magnésium. La première, c'est le bisglycinate de magnésium. C'est une forme chélatée où le magnésium est associé à 2 acides aminés de glycine. Donc on emprunte en fait la voie d'absorption des acides aminés qui permet donc une meilleure assimilation et donc une meilleure tolérance et donc moins d'effets secondaires. Et on a également mis une petite partie, c'est l'oxyde de magnésium, donc c'est une forme classique couramment proposée dans les compléments alimentaires et qui est associée à la vitamine B6. Merci beaucoup. Alors pour en revenir au SPM, une question qui est revenue, c'est l'incidence du SPM est toujours en augmentation permanente. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez en ce moment, docteur Je ne sais pas si c'est en augmentation. Je vous ai dit dans les études, c'est entre 12 et 40%. Donc vous voyez, c'est d'une variabilité extrême. Ce qu'on peut voir, nous, c'est que dans nos consultations, on a beaucoup plus de demandes parce que justement, il y a cette hormonophobie et c'est vrai que beaucoup de femmes ne voyaient plus, ne ressentaient plus cette symptomatologie du syndrome prémenstruel eu égard au blocage de leur ovulation par des œstroprogestatifs ou des progestatifs. Et comme on a maintenant beaucoup de femmes qui désirent utiliser une contraception non hormonale, on voit arriver toute la symptomatologie cyclique menstruelle et qui n'est pas si rare, hein, puisque 40% c'est pas rare. Et puis on a aussi les symptômes qui sont pas obligatoirement le syndrome prémenstruel complet, avec quand même des mastodinies, avec des pesanteurs, avec des rétentions hydriques, et c'est pas obligatoirement tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire avec vraiment la cyclicité, mais c'est vrai que ces femmes viennent présenter cette symptomatologie, et comme l'a très bien dit Isabelle, on est un petit peu démunis aujourd'hui, puisqu'il y a cette réticence. Alors c'est sûr, quand il y a une demande contraceptive, qu'elles ne sont pas opposées à une prise hormonale, il faut bien le dire que la solution, c'est la contraception progestative ou œstroprogestative. Mais pour toutes ces femmes qui désirent utiliser une méthode naturelle ou qui désirent la pose d'un dispositif intra-utérin, on se retrouve à devoir gérer toute cette symptomatologie sans l'aide de la pilule, entre guillemets. Absolument. Une autre question. On me demande au niveau du SPM, est-ce qu'il s'exprime différemment selon l'âge de la patiente? Est-ce qu'il y a des symptômes qu'on retrouve très fréquemment chez les jeunes, d'autres qu'on retrouve très fréquemment chez des femmes plus proches de la ménopause, ou finalement le panel peut se retrouver chez toutes les femmes avec des incidences différentes? Alors c'est très variable d'une femme à l'autre et c'est très variable d'un cycle à l'autre pour les femmes. Alors on parle de syndrome prémenstruel quand vraiment c'est quelque chose qui est comme je vous l'ai présenté, qui arrive avant les règles, qui disparaît après les règles et qui est au moins pendant 3 cycles consécutifs. Là, on parle d'un vrai syndrome prémenstruel. Mais c'est variable et ça peut arriver plus tardivement. Et on sait bien que dans la période périménopausique, dans ce climat qui est déjà un peu hyper-œstrogénique, on a plus de femmes qui se plaignent de syndrome prémenstruel. D'accord. Je reviens sur une question sur l'Oligobs 28. On me demande, pour Oligobs 28 à prendre 10 jours avant les règles, il faut donc avoir des cycles réguliers. Enfin, il y a des femmes qui suivent très bien leur cycle. Et il faut savoir qu'également, il existe de nombreuses applications qui permettent de suivre précisément son cycle menstruel. Et CCD en a développé justement une pour aider les femmes à vraiment noter quand est-ce que les règles commencent, quand est-ce qu'elles se terminent, et puis après il y a une alerte qui revient et qui dit que bientôt les règles vont arriver. Et on l'a développé justement pour faciliter la prise de ce type de produit, parce que c'est vrai que calculer au moment où ça arrivera, c'est pas forcément évident, ou alors il faut juste attendre que les symptômes arrivent, et puis voilà, donc il y a 2 manières de faire. Maintenant, de toute façon, je ne pense pas que ce soit dangereux de prendre son traitement à partir éventuellement du 16e jour d'un cycle et de le prendre 20 jours parce que les règles surviennent tardivement. Je pense que ce n'est pas problématique puisqu'on peut le prendre en continu. Absolument, merci pour ces précisions. On nous demande aussi, que pensez-vous de l'activité physique la semaine précédant les règles? Est-ce que celle-ci faciliterait effectivement de le supporter? Est-ce que cela améliorerait cette symptomatologie?
Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop développé, ni Isabelle ni moi, tout ce qui va être thérapeutique alternative à la supplémentation ou aux hormones. Mais effectivement, ça a été rappelé dans de nombreuses études qu'il y avait un intérêt sur à la fois la pratique du sport, à la fois l'arrêt des excitants, on l'a dit aussi, caféine, théine, le tabac. Donc il y a des vraies règles hygiéno-diététiques qui peuvent être mises en œuvre pour améliorer dans le premier temps ce syndrome prémenstruel. Après, est-ce que l'activité physique spécifiquement en deuxième partie de cycle a un intérêt? Je pense que ça n'a pas été développé de cette façon dans les études. C'était globalement la comparaison entre les femmes qui avaient une activité physique et celles qui n'en avaient pas et la diminution des scores des RSP dans le SPM. Mais oui, il y a un intérêt en tout cas à tout ce qui est règles hygiéno-diététiques aussi, mais comme dans beaucoup de maladies en gynécologie, de proposer ce type d'approche, au moins dans un premier temps. Très bien. Alors, j'aurais une dernière question. Est-ce que l'hypothèse de l'hyperœstrogénie relative est toujours d'actualité? L'hyperœstrogénie, ça peut expliquer bien sûr cette rétention hydrique. Et donc c'est vrai, et comme on a un syndrome prémenstruel qui est plus fréquent, plus intense en période périménopausique où il y a une hyperœstrogénie, oui, il y a certainement quelque chose à voir. Je vous ai dit, il y a des théories hormonales et on sait bien que les œstrogènes ont un effet sur les récepteurs à la sérotonine, sur le nombre de récepteurs. On sait que la progestérone va agir avec son métabolite l'allopregnanolone. Donc tout ça, évidemment, ça peut expliquer qu'en hyperœstrogénie, on ait plus de syndrome prémenstruel. Après, ce n'est pas la seule explication, parce qu'il y avait des femmes qui avaient des taux d'œstradiol qui étaient extrêmement élevés et qui n'avaient pas de syndrome prémenstruel. C'est pour ça que finalement, la théorie la plus facile à retenir, c'est que c'est la variation, la fluctuation hormonale. Essentiellement la fluctuation. Et c'est vrai que les taux circulants qu'on repère chez des femmes qui ont un syndrome prémenstruel et qui n'en ont pas, quand on n'est pas dans la période juste périménopausique, sont les mêmes. Donc il y a bien une variabilité de réceptivité. Exactement. Ben merci beaucoup, mesdames. Je tiens à vous dire quand même qu'on m'a posé des questions, mais on m'a aussi écrit que votre exposé était clair et passionnant. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Fabienne pour terminer cette soirée. Merci Valérie, merci à tous nos intervenants, merci à vous tous derrière vos écrans. Dès la semaine prochaine, vous aurez la possibilité de revoir ce webinaire en replay via le lien de connexion habituel ou notre site Laboratoire CCD. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne CCD.